tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier un nouveau vidéo, vous allez être notifié. Je vous demanderai aussi, si vous appréciez le contenu que je publie sur ma chaîne, de donner un j'aime aux vidéos. Ça permet de faire connaître la chaîne à travers la plateforme YouTube. Chers amis boursicoteurs, aujourd'hui nous allons parler d'Uber, de l'historique de l'entreprise, de son modèle d'affaires, de l'équipe de gestion, des finances de l'entreprise ainsi que des défis que devra relever Uber prochainement. Enfin, je terminerai en vous parlant de l'action et de mon investissement dans l'entreprise. Uber est d'abord fondé en 2009 sous le nom d'UberCab par le Canadien Garrett Camp et l'Américain Travis Kalanick, qui, selon la légende, aurait formulé l'idée lors d'un voyage en Europe à l'hiver 2008 où ils furent incapables de prendre un taxi. Au départ, lorsque l'entreprise est lancée en 2010, il s'agit d'une application où il est possible de commander une voiture de luxe qu'on appelle en anglais un black car. C'était un concept révolutionnaire dans la mesure où une course pouvait être commandée en appuyant sur un bouton de son téléphone. Le coût de la course était connu au moment de la commande. Elle était payée via le compte de l'utilisateur sans avoir besoin d'argent liquide et il était possible de suivre le déplacement du véhicule en temps réel sur l'application. Du jamais vu. La popularité instantanée de l'entreprise lui permit d'obtenir le financement nécessaire pour croître rapidement et en 2012, l'entreprise lança le service qu'on connaît tous, soit UberX, à travers lequel les chauffeurs pouvaient utiliser leur voiture régulière, ce qui permit d'offrir un service au prix beaucoup plus attrayant. La croissance importante d'Uber à travers le monde est venue chambouler l'industrie du taxi qui était sclérosée et complaisante et dont l'inefficacité avait été sanctionnée par les gouvernements. L'archaïsme de l'industrie ne fut que confirmé par l'adoption rapide des services d'Uber par les consommateurs. L'arrivée d'Uber a déclenché des manifestations de chauffeurs de taxi à Londres, à Paris, à New York, à San Francisco et même chez nous, à Montréal. Ces derniers protestaient contre la menace que posait Uber à leur monopole et demandaient au gouvernement de protéger et renforcer leurs privilèges, et ce, au détriment des consommateurs, de l'avancée technologique et du niveau de vie global. Enfin, cette bataille n'est pas totalement gagnée partout où opère Uber et l'ubérisation de certains pans de l'économie fait toujours face à de multiples obstacles. Le terme ubérisation découle du modèle d'affaires de l'entreprise qui consiste à développer une plateforme numérique permettant aux consommateurs qui veulent se déplacer du point A au point B d'être jumelés aux chauffeurs qui offrent un service en mettant à disposition leur aptitude à conduire et leur voiture personnelle. Autrement dit, Uber est une entreprise technologique qui développe une application connectant consommateurs et chauffeurs. Elle ne possède aucune voiture et n'embauche aucun chauffeur. D'autres entreprises détiennent un modèle d'affaires similaire, qu'on pense par exemple à Airbnb. Après le succès d'UberX, l'entreprise s'est lancée dans la livraison, dans le marché du camionnage et continue de travailler sur la conduite autonome à travers ses opérations de recherche et développement. Uber est scindé en 3 divisions, soit Mobility, Delivery et Other Bet. La division Mobility, c'est celle que tout le monde connaît par l'entremise de l'application Uber où l'on peut commander un véhicule de transport avec chauffeur. Il s'agit de la division la plus importante de l'entreprise et Uber est le plus grand transporteur de son genre dans le monde. L'entreprise opère dans 69 pays et plus de 10 000 villes. Uber est dominant aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et au Moyen-Orient, entre autres. Uber détient aussi des parts significatives dans d'autres entreprises qui opèrent dans certains marchés où l'entreprise s'est retirée pour des raisons stratégiques, comme en Chine, en Russie et en Asie du Sud-Est. La division Mobility représente 76% de la valeur brute des réservations ou en anglais du gross booking. Le principal rival d'Uber, c'est Lyft, qui n'est présent qu'au Canada et aux États-Unis. Les deux entreprises se sont adonnées à une farouche compétition au cours des dernières années, mais Uber a su prendre le dessus car l'entreprise détient environ 70% du marché aux États-Unis. La compagnie reste majoritairement plus appréciée à la fois par les chauffeurs
et par les consommateurs. Delivery ou livraison est la deuxième division en importance chez Uber. Uber Eats permet de commander de la nourriture de son restaurant préféré du confort de son salon et de se faire livrer chez soi. La division représente 22% du gross booking d'Uber. C'est actuellement le moteur de croissance de l'entreprise, notamment en raison de la crise sanitaire. Uber Eats est actif en Europe, en Amérique et en Asie et est numéro 1 dans d'importants marchés comme celui de Tokyo, de Mexico, Miami, Sydney, Toronto et Montréal. C'est un secteur très compétitif avec plusieurs joueurs dont Grubhub, DoorDash, Postmates et Uber Eats. Toutefois, un processus de consolidation est en cours car Grubhub a été récemment acheté par Just Eat et Postmates par Uber. Avec sa plus récente acquisition, Uber Eats devient le deuxième joueur en importance aux États-Unis et consolide sa présence dans plusieurs grandes villes américaines. D'ailleurs, la gestion de l'entreprise travaille très fort pour devenir le premier ou deuxième joueur en importance dans tous les marchés où Uber Eats opère. Enfin, pour plus de détails sur la division livraison de l'entreprise et sur le secteur de la livraison à domicile, je vous invite à aller voir mon vidéo sur le sujet dont le lien est dans la description. Par ailleurs, Uber s'est aussi lancé dans la livraison d'épicerie et de biens de consommation à domicile dont le potentiel de croissance est important compte tenu des changements d'habitudes de consommation qu'a provoqué la crise sanitaire. La troisième division d'Uber, nommée OtherBet, est constituée d'Uber Freight et d'ATG. Uber Freight a pour objectif de chambouler le secteur du transport de marchandises par camion. En fait, Uber a créé une application permettant de lier les expéditeurs, soit les entreprises ayant besoin de transporter des marchandises, aux camionneurs. C'est une innovation logistique majeure et perturbatrice dans un secteur que plusieurs qualifient d'archaïque. Même si la division ne représente qu'1% du gross booking d'Uber, elle est plutôt prometteuse en raison du marché potentiel d'1,3 trillion de dollars aux États-Unis et en Europe. Quant à ATG ou Advanced Technology Group, il s'agit de la division recherche et développement d'Uber qui se concentre sur le développement de l'autonomisation des véhicules en partenariat avec Toyota, Denso et Volvo. Contrairement à Tesla qui utilise une technologie basée essentiellement sur les caméras, Uber a choisi la voie considérée dans le secteur comme plus sécuritaire en utilisant des lidars en plus des caméras. L'objectif de l'entreprise est éventuellement de remplacer les chauffeurs par des voitures autonomes afin d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. Le programme de voitures autonomes d'Uber et de ses partenaires vaudrait à lui seul autour de 7 milliards de dollars. Évidemment, la compétition est féroce dans le secteur avec Tesla, GM, Waymo et d'autres qui travaillent pour être les premiers à détenir la technologie. Par contre, tel que mentionné dans une de mes précédentes vidéos, l'atteinte de l'autonomisation complète est beaucoup plus difficile qu'anticipé. À terme, toutefois, il est fort possible de voir une partie de la flotte d'Uber devenir autonome dans quelques villes d'ici 4 ou 5 ans. Maintenant, abordons les finances de l'entreprise. Uber est ce qu'on appelle un growth stock ou une entreprise de croissance. Le rythme de croissance annuelle des revenus dépasse les 20%. D'ailleurs, si on regarde rapidement au tableau, comme vous pouvez voir, de 2016 à 2017, les revenus de l'entreprise ont cru de 106%. De 2017 à 2018, de 42%. De 2018 à 2019, de 25%. Maintenant, si je me déplace, évidemment, en raison de la crise sanitaire actuelle, de 2019 à 2020, on prévoit que les revenus devraient chuter de 9%. Mais regardez le rebond estimé par les analystes de 2020 à 2021, donc un rebond de 38%. Quel est le montant des revenus de l'entreprise l'année dernière, donc en 2019? L'entreprise a eu pour 14,1 milliards de revenus et on s'attend à ce qu'en 2021, les revenus soient de hauteur de 17,9 milliards de dollars américains. Du côté des profits, le portrait est moins rose car l'entreprise connaît de lourdes pertes année après année. Si on regarde, par exemple, l'année dernière, Uber a eu une perte de 8 milliards de dollars. Les pertes s'annoncent importantes cette année encore, alors que l'entreprise a déjà perdu 4,7 milliards en 2 trimestres.
Il faut mentionner que la crise sanitaire n'a pas aidé. Cependant, Uber veut absolument atteindre la profitabilité EBITDA en 2021. C'était initialement prévu pour 2020, mais la crise sanitaire a fait dérailler les plans de l'entreprise. En fait, la division la plus importante d'Uber, soit la mobilité, était déjà profitable avant la crise sanitaire. D'ailleurs, la crise sanitaire est un défi imprévu que doit relever l'entreprise. Encore au mois d'août, les revenus du secteur mobility étaient en baisse de 50% aux États-Unis, de 30% en Europe et de 40% en Amérique latine. Le télétravail, l'école à la maison et la fermeture des aéroports sont tous des facteurs contribuant à la réduction de la demande pour les services d'UberX. Et par exemple, avant la crise, 15% de toutes les courses aux États-Unis avaient pour destination un aéroport. Toutefois, la crise est aussi une source d'opportunités. Par exemple, elle a permis à l'entreprise de rationaliser ses opérations en mettant à pied autour de 25% de ses employés au plus fort de la crise. Ces coupes vont assurément profiter à l'entreprise sur le long terme. Le confinement a propulsé la croissance de la division delivery de l'entreprise, enregistrant une hausse des revenus en août de 130% sur une base annualisée. Il devient pratiquement inconcevable aujourd'hui pour un restaurateur de ne pas faire affaire avec les entreprises de livraison comme Uber Eats, dans la mesure où ceux qui ont pu survivre au confinement sont ceux qui ont utilisé ce service. C'est donc une nouvelle tendance importante qui participera au maintien et à l'accroissement futur des revenus de la division livraison. Et d'ailleurs, les plans d'atteinte de la profitabilité en 2021 sont, à mon avis, tout à fait réalistes. Lorsque la crise se calmera et que la division mobilité reviendra aux chiffres pré-pandémiques ou tout près, la division delivery risque d'être profitable ou au seuil de la rentabilité. Déjà, on remarque qu'avec la hausse des revenus de livraison, les pertes s'amenuisent de trimestre en trimestre. L'entreprise travaille sans aucun doute à faire coïncider le break-even de la division delivery avec le retour en force de la division mobility, qui bien sûr découlera de la reprise économique qui devrait prendre de l'élan beaucoup plus à partir de l'an prochain. En plus, l'entreprise détient les liquidités nécessaires pour atteindre la profitabilité. Uber détient 7,8 milliards en trésorerie et équivalent, en plus de 9,8 milliards en capitaux propres investis dans d'autres entreprises dont Uber pourrait se départir si le besoin s'en fait sentir. Il n'y a donc aucune volonté d'émettre des actions pour diluer la valeur des actifs des propriétaires actuels. Du côté des dettes de l'entreprise, la dette à long terme est de 6,9 milliards, donc on peut dire que c'est sous contrôle de ce côté-là. De plus, l'équipe de gestion est assez solide, ce qui me conforte dans l'atteinte du plan de profitabilité de l'entreprise. À la tête de l'entreprise, on retrouve Dara Khoroshahi, ancien CEO d'Expedia, qui est venu remplacer Travis Kalanick en 2017. À ce moment, l'entreprise et Kalanick étaient embourbés dans des controverses d'abus sexuels et d'harcèlement au travail, et le fondateur d'Uber fut poussé vers la sortie. Dara est connu pour avoir fait grandement progresser Expedia lorsqu'il était à sa tête en doublant les profits avant impôt. Il a par ailleurs déjà démontré son leadership en raison des défis qu'il a dû relever depuis qu'il est à la tête d'Uber, comme celui relevant de la sécurité des consommateurs et des chauffeurs, où l'entreprise fit l'objet de beaucoup de critiques l'année dernière. La crise sanitaire est un autre exemple où le modèle d'affaires de l'entreprise, qui relève d'un certain contact humain, fut mis en péril par le confinement. Toutefois, le plus grand défi qui reste à relever concerne la loi AB5 de Californie qui oblige Uber à considérer les chauffeurs comme ses employés et non plus comme des travailleurs autonomes. Cette loi remet en question tout le modèle d'affaires de l'entreprise et Uber considère même se retirer de Californie si son alternative, la Prop 22, qui sera soumise au vote le 3 novembre prochain, n'est pas appuyée par les électeurs de l'État. Il s'agit de loin du plus grand risque lié à l'entreprise présentement et si l'entreprise connaît un revers ultime en novembre, les conséquences pourraient être désastreuses.
Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette problématique, même si j'en aurais long à dire, mais si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, donnez un j'aime à mon vidéo, puis je vais faire une vidéo réservée exclusivement à cette problématique qui touche Uber. Parce que c'est un enjeu hyper important pour n'importe qui désirant investir dans Uber. Maintenant, pour ce qui est de l'action d'Uber, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'IPO ou l'entrée en bourse de l'entreprise a été complètement ratée. Avant son entrée en bourse, certains analystes évaluaient Uber à autour de 120 milliards de dollars. Même qu'en 2018, lors d'une ronde de financement, l'entreprise était évaluée à 76 milliards de dollars. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de l'entreprise est de 66 milliards et l'action stagne depuis plusieurs mois autour des 30 dollars en raison d'une part de l'incertitude reliée à la reprise économique, à l'atteinte de la profitabilité et d'une autre part à la loi californienne qui pourrait éventuellement influencer d'autres États à la répliquer si elle devait être entérinée en novembre. Donc, investir dans Uber relève beaucoup plus de la spéculation à ce point-ci que de l'investissement selon moi. Par contre, Uber reste une entreprise au potentiel inouï et dites-vous que l'action est entrée en bourse à 45 dollars. Alors qu'aujourd'hui, on est autour de quoi? 37, 38 dollars. On est encore en dessous de ce prix de 45 dollars et de la valuation de l'entreprise de 76 milliards qu'on avait en 2018. La croissance est toujours au rendez-vous. L'économie ira mieux l'an prochain sans aucun doute et la profitabilité sera atteinte selon moi. J'ai confiance aussi que les millions investis en partenariat avec Lyft et DoorDash pour mettre de l'avant leur alternative à la loi californienne permettront de renverser la loi. Pour ma part, j'ai investi environ 11% de mon portefeuille dans l'entreprise. Mon prix moyen est assez élevé à 34 dollars, mais comme tout le monde, je ne m'attendais pas à ce que l'entreprise soit poussée dans les câbles avec cette crise sanitaire inattendue. C'est un investissement risqué, oui, mais étant un grand utilisateur des services de l'entreprise que je trouve formidable, c'est pour moi une opportunité auquel j'aurais de la difficulté à passer à côté malgré les risques inhérents à l'entreprise. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez d'Uber. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.